Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Alpes pour l'ouverture de cette tranche d'information à la une de votre journal des Alpes. Un exercice de sauvetage grandeur nature à la télécabine de la Cime Caron à Val Thorens. Une opération délicate à 60 mètres de hauteur qui, pour l'instant, heureusement, ne s'est jamais produite réellement. Les Thermes d'Alvar sauvés du dépôt de bilan, le rachat par le groupe Lebon ouvre de nouvelles perspectives à cet établissement et marque peut-être le renouveau de la filière encouragée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui lancera avant l'été un plan thermal. Toutes les explications avec notre invitée, Sophie Fournier, déléguée générale de la Fédération Rhône-Alpes Thermale. Enfin, dans le cadre de notre série sur les élevages insolites, nous découvrirons une race de vaches particulière venue d'Écosse, la race Highland. À la une du journal national, présenté par Carole Gessler, l'affaire qui jette le trouble chez les Républicains. Lors des législatives de 2012, le rival de Claude Guéant était surveillé par la DGSE. L'ancien ministre de l'Intérieur et proche de Nicolas Sarkozy dément toute implication. Et puis environnement avec les plages poubelles, le plastique pire pollueur des plages de la côte atlantique. Bouchons, bouteilles, emballages représentent l'essentiel des déchets rejetés par la mer. Mais tout de suite, direction le palais de justice de Grenoble où le verdict du procès des 4 meurtriers présumés de Médichine est très attendu. Hier, l'avocat général avait requis des peines de 25 à 28 ans de prison. On retrouve sur place Céline Aubert. Céline, bonsoir. Ce procès a connu des audiences très mouvementées. Alors qu'en est-il de la dernière, celle du verdict ? Eh bien, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte du climat pesant, étouffant qui règne dans la salle des pas perdus. Et cela depuis des heures, 8 heures que les jurés délibèrent. Et l'on attend toujours l'énoncé du verdict. Car dans ce procès, vous l'avez dit, les rebondissements n'ont cessé de se succéder jusqu'à la toute fin de ce procès, car les jurés ne se sont toujours pas présentés. Et ce que l'on craint surtout, ce sont des réactions violentes. C'est pour ça que nous sommes un peu éloignés pour raison de sécurité. Dans cette salle, il y a la famille de Médichine et ses proches en très grand nombre. Et ce que l'on craint, ce sont les réactions violentes à l'énoncé de la décision. Car il y a un fossé énorme entre les peines requises, vous l'avez dit, 25 à 28 années de réclusion, et les demandes d'acquittement des avocats de la défense. Car les 4 accusés, tout au long de ce procès, ont clamé leur innocence. Amin Lacham, Karim Bouhoudine, Nassim Cherad et même Radouane Meloul, l'accusé qui comparaissait libre et qui était en cavale depuis hier, qui s'est rendu et qui a été reconduit par les forces de l'ordre à ce tribunal. Ces 4 hommes, ils comparaissent pour le meurtre en bande organisée de Médichine. Et on vous retrouve donc dès l'énoncé de ce verdict. Un incendie criminel a détruit cette nuit un préau fermé qui servait de gymnase au groupe scolaire Paul Vaillant Couturier d'Échirolles. 2 adolescents ont été interpellés. Maxime Kemener, Dominique Sommet. Les stigmates de l'incendie sont encore bien visibles. Malgré l'intervention rapide des pompiers basés à proximité, la toiture du petit gymnase de cette école d'Échirolles est partie en fumée. Rapidement interpellés, 2 adolescents de 14 et 15 ans ont avoué les faits. Un briquet, du carton, auront suffi à embraser la bâtisse. Ils doivent être présentés à un juge des enfants. Pour les services municipaux, il s'agit maintenant d'estimer les réparations et de réfléchir à des solutions provisoires. L'école n'a pas été touchée, mais ce préau accueillait les activités sportives des différentes classes. Pendant ces 15 jours de vacances, on va envisager pour que les gamins puissent, pratiquer en utilisant d'autres équipements. Il y a le gymnase Marcel David qui est à côté, il y a le gymnase Picasso. On va regarder pour que les gamins soient le moins pénalisés possible durant cette période. Objectif de la commune, que le bâtiment soit de nouveau opérationnel à la rentrée de septembre. Fait divers encore, jolie prise des agents de la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de l'Isère. Ils viennent de découvrir plus de 3 kilos de cocaïne et des armes dans un garage de Grenoble. Des fournisseurs et un revendeur ont été incarcérés. Toutes les précisions sur notre site internet alpes.france3.fr. Il est temps de partir pour Val Thorens où s'est déroulé un exercice, certes habituel, mais toujours spectaculaire, l'évacuation du téléphérique de la Cime Caron. Alors que se passerait-il si, par malchance, vous vous retrouviez bloqué au milieu de la montée ? Eh bien, la réponse en images avec Maxence Regnault et Frédéric Pasquette. Pas vraiment. C'est parti. Ça aurait pu être une très belle journée de ski. Du soleil, de la bonne poudreuse, mais non.
Notre téléphérique s'est arrêté, bloqué à 60 mètres du sol. La seule solution qui nous reste pour vous évacuer, c'est le treuil et par cette trappe. La situation est donc posée. C'est par une descente treuillée que la soixantaine de passagers, moi y compris, allons devoir descendre. Pour ça, le conducteur du téléphérique nous équipe 4x4 et au moment de s'approcher du vide, ça ne rigole pas. Ça va? Non, pas trop, mais... Après 2 heures et des sensations, les derniers passagers du téléphérique mettent enfin pied à terre. Avec toujours la même réaction. Au départ, quand vous avez vu les premiers partir, là, j'ai le cœur qui a fait vraiment super trouille, quoi. Et en fait, non, ça va. Il y a toujours l'appréhension, mais c'est normal. Mais après, quand on est dedans, impeccable. Non, le bruit du câble qui tourne, là, la vitesse à laquelle descendent les personnes, c'est vraiment impressionnant. Et maintenant, finalement, ça va. On descend plus doucement que ce que je croyais, donc je suis soulagée, contente. Un bel exercice donc pour les passagers, mais surtout pour les responsables du téléphérique. Plusieurs fois chaque année, ils répètent ces gestes de sécurité en cas de véritable problème. Il est de 82, on est en 2016, on n'a eu aucune panne, on n'a jamais eu d'évacuation en réel. Donc je pense qu'il y a déjà un bon regard là-dessus. Pour monter à la cime de Caron, vous pouvez donc être sûr, il ne vous arrivera rien, sauf peut-être quelques frayeurs, avant de retrouver la neige et sa douceur. Économie, la notification du tribunal de commerce entérinant le rachat des thermes d'Alvar par la société européenne de thermalisme est arrivée aujourd'hui. Cette société appartient au groupe parisien Le Bon qui a déjà racheté les thermes de Bride-les-Bains il y a 2 ans. Cette reprise ouvre de nouvelles perspectives à l'établissement isérois. Joël Serroni, Didier Albrand. Les premiers curistes sont arrivés depuis hier à Alvar. Ils ne le savent pas encore, mais cette nouvelle saison tourne une page de l'histoire locale. Depuis juin 2015, la société d'économie mixte détenue en majorité par la commune gestionnaire de l'établissement était en procédure de sauvegarde. 3 repreneurs étaient en lice. Le tribunal de commerce vient de trancher, mettant fin à 20 ans de gestion publique. Les communes sont majoritaires dans les termes et c'est vrai qu'on est arrivé peut-être à un moment où il fallait avoir cette porte de sortie parce que c'est, à mon avis, pas la vocation première des collectivités de gérer des entreprises comme la nôtre. Après les termes de Bride-les-Bains en 2014, l'entreprise Le Bon, sous le nouveau label Source d'équilibre, s'offre la station d'Alvar. Beaucoup plus modeste que sa grande sœur savoyarde, 4000 curistes contre 12 000, mais des perspectives de développement qui rendent confiant le nouveau propriétaire. Alvar, c'est 66 employés que nous reprenons bien sûr en totalité. Et puis sur l'aspect financier, nous avons décidé d'apporter 1 million d'euros à l'exploitation, donc vraiment au bénéfice de la société, pour financer l'investissement qui démarra dès 2017, et puis pour financer la trésorerie qui était un peu le point faible de ce dossier. Le passif de l'entreprise, qui s'élève à 1 700 000 euros, sera apuré sur 10 ans. Dès l'année prochaine, des investissements seront engagés pour redonner un souffle nouveau à l'établissement et à toute une région qui vit au rythme du tourisme thermal. Alors justement, c'est du développement du thermalisme dont on va parler avec notre invitée Sophie Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Déléguée générale des thermes à la région Auvergne, à la Fédération Rhône-Alpes Thermal. On croyait plutôt secteur des thermes en perte de vitesse avec des médecins qui prescrivent plus de cures. Alors est-ce qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer ? Alors aujourd'hui, en effet, donc les choses évoluent pour l'environnement du thermalisme, notamment donc lorsque l'on constate en effet aujourd'hui donc l'acquisition des thermes d'Alvar par la compagnie Le Bon. C'est un signe qui est plutôt positif. Ça va donc en effet donc à l'encontre justement donc du doute qu'il pouvait y avoir sur le thermalisme, qui aujourd'hui donc rencontre une dynamique assez intéressante et vraiment donc avérée. C'est aussi une tendance, le rachat par des sociétés privées de ces thermes. On sait que beaucoup sont détenus par des SEM, ou peut-être de moins en moins d'ailleurs, non ? Alors c'est vrai qu'il y a en effet donc un certain nombre d'établissements thermaux qui sont donc en effet propriété donc des communes. En Rhône-Alpes, en l'occurrence, on a donc une exploitation qui est essentiellement donc dans les mains de privés.
Donc c'est un modèle qui est vraiment donc, spécifique donc, à Rhône-Alpes et notamment chez nos amis donc, auvergnats. On est sur un modèle qui est un peu différent où là en l'occurrence on a plutôt une exploitation donc jusqu'à aujourd'hui qui est plutôt du domaine public. Mais c'est en train d'évoluer aussi. Alors justement pour les d'Auvergne, qu'est-ce que le thermalisme représente en Rhône-Alpes et puis aussi avec maintenant l'ajout de l'Auvergne, le thermalisme aussi est très présent. Oui, c'est une belle avancée. Là, en l'occurrence, avec nos amis d'Auvergne, donc nous travaillons depuis début 2015 sur l'évolution donc dans la perspective de cette nouvelle région, même si nous sommes chacun donc au niveau de nos structures indépendants. Quelques chiffres sur fin 2015, en fait, fin 2015 en Rhône-Alpes, donc c'est 15 stations thermales, 16 établissements thermaux et notamment donc 78 000 curistes. Ça représente donc 1 700 000 nuitées. Et puis donc aujourd'hui, donc on constate notamment sur cette même période 55 millions de chiffre d'affaires. On comprend mieux donc aujourd'hui cette filière qui est soutenue par la région actuelle, la nouvelle région qui veut vraiment en faire un axe majeur, une priorité. Oui, parce que donc, la région et notamment donc, par la parole de son président Laurent Wauquiez, il y a en effet donc, une prise de conscience sur l'intérêt donc, de ce secteur qui notamment donc, en effet, va s'orienter plus encore sur ce travail qu'elle effectue depuis des années. Il y a déjà un budget déterminé pour soutenir cette filière ? À aujourd'hui, pas de budget. On est à la phase en fait, de travail sur le projet, notamment donc, au travers d'un groupe de travail composé de 12 personnes avec une volonté donc, de parité régionale, donc 6 Auvergnats et 6 Rhône-Alpins. Aujourd'hui, Rhône-Alpes, c'est 9 000 emplois, donc direct, indirect. Avec nos amis auvergnats, on retrouve donc en fait un secteur qui est sur 100 millions donc, de chiffre d'affaires consolidé, notamment 123 000 curistes. Et ce plan sera mis en place à quelle Alors, échéance, la perspective, c'est de présenter le projet donc, à Nicolas Daragon, le vice-président, par ce groupe de travail qui est piloté par Frédéric Bonichon, le conseiller régional et maire de Châtel-Guyon, avec une perspective lancement par Laurent Wauquiez, donc suite à son aval en septembre prochain. En septembre. Merci beaucoup, Sophie Fournier. Merci à vous. On parlait du budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, il sera en débat lors de la prochaine session du Conseil régional prévue jeudi. Session qui devrait être animée, si l'on en croit la conférence de presse donnée aujourd'hui par les élus socialistes de l'opposition, très critiques sur le début de mandat de la nouvelle majorité. Stéphanie Vinault et Arthur John. Laurent Wauquiez a annoncé 75 millions d'euros d'économies de fonctionnement dès cette année. Pour les élus socialistes, c'est un leurre. Une partie est due aux décisions de l'ancienne majorité, la baisse des intérêts d'emprunt notamment, et aux conséquences de la fusion des régions. Le vrai chiffre serait de 47 millions d'euros. Je pense que ce sont des méthodes qui sont antidémocratiques. Et qui sont des méthodes de communication uniquement, mais qui n'ont pas pour objectif finalement de faire avancer notre région et d'avoir une vision d'avenir et d'ensemble sur notre région. Les élus socialistes dénoncent une gestion opaque. Le budget de la région sera voté jeudi. Ils n'ont reçu pour en débattre qu'un document de 2 pages qui reste très général. Selon le cabinet de Laurent Wauquiez, ce serait difficile encore informatiquement de fusionner les données des 2 anciennes régions. Malgré tout, les élus d'opposition se plaignent du manque d'informations. Par exemple, sur les lycées, il y a une diminution de 9 millions d'euros sur le fonctionnement. Et ces 9 millions d'euros, quand l'on demande en commission où ils sont enlevés, on ne nous répond pas. Ne s'embarrasse pas de discussions et de débats, ce qui pose des questions par rapport au fonctionnement d'une grande institution comme l'est le Conseil régional. Ça se traduit d'ailleurs par une sorte de tornade médiatique où tous les jours ou tous les 2 jours il annonce beaucoup de choses que ni sa majorité ni ses vice-présidents n'ont entendu parler. Et puis, l'ancien maire du Puy-en-Velay s'est déjà engagé au nom de la région à financer plusieurs projets dans la préfecture de la Haute-Loire, comme la rénovation de cette statue. Pour les socialistes, c'est clairement du clientélisme, ce que conteste l'équipe de Laurent Wauquiez. Notre série à présent sur les élevages insolites, 2e opus ce soir, il est consacré à une race bovine originaire du nord de l'Écosse. Sa robe la plus répandue est le roux, ses cornes sont impressionnantes, mais son caractère plutôt tranquille et sa viande délicieuse. Vous voulez connaître son nom ? Eh bien, le reportage en Isère de Florine Heba et Jean-Pierre Rivet.
Il fait froid, il y a du brouillard, on peut dire qu'il fait un vrai temps d'écossais et pourtant nous sommes dans le massif de Beldon, mais nous allons découvrir les vaches Highland, ces vaches justement écossaises des hauts plateaux d'Écosse, elles sont juste derrière là-bas. Dans cette ferme, il y a des chevaux américains, des chiens australiens et des vaches écossaises. Une race très ancienne pour laquelle Philippe a eu le coup de cœur il y a maintenant 10 ans. L'attrait scottish Highland Cattle, traduisait bétail des hautes terres d'Écosse, fait de plus en plus d'adeptes en France. Avec 60 bêtes, parmi lesquelles 2 ou 3 aubracs, Philippe a misé sur cette race bouchère, d'abord pour se démarquer des races à viande traditionnelles, mais aussi pour sa rusticité, sa facilité à véler et surtout son très bon tempérament. Elles sont beaucoup manipulées et c'est vraiment indispensable que ce soit des vaches qui soient tranquilles. Et les Highland, elles ont cette caractéristique ? Les Highland, oui, ils sont vraiment, malgré les cornes impressionnantes, elles ne sont pas du tout agressives. Et, elles gardent toujours une petite distance de sécurité, mais par contre, elles sont vraiment tranquilles et très curieuses, très interactives. La Highland s'est façonnée dans des régions au climat rude, mais ici, faute de pâture suffisante, le troupeau passe l'hiver à l'étable. Pour l'éleveur, c'est un inconvénient qui a quand même une certaine utilité. Ça permet de créer un vrai contact avec les vaches et justement que les relations soient beaucoup plus posées, tranquilles. Et puis ça permet de surveiller aussi pour les vélages, ça permet aussi de surveiller de plus près les bêtes. Gizmo, 18 mois, a été élevé au biberon, ce qui l'a rendu très familier. Il n'est pas encore mature, mais il restera un petit gabarit. Les mâles ne dépassent guère les 500 kg à l'âge adulte. Vous ne trouverez pas cette viande dans le circuit traditionnel, car la majorité des élevages pratiquent la vente directe. Et alors le retour de vos clients au bout de la vache Highland ? Ça fait 10 ans que j'ai les mêmes clients, donc je pense qu'ils sont très satisfaits. Après c'est une viande qui est très goûteuse, qui est très tendre. Une vache classique, elle va faire du gras de partout, sous le cuir et dans les muscles. Ce qu'on appelle la viande persillée, là, c'est voilà, ça ? exactement. Alors que la Highland, elle va faire surtout du gras sous la peau, en fait, pour s'isoler pour le froid. La France compterait environ 5000 Highland et l'attrait pour cette race au look très singulier est grandissant. Si sa viande a un véritable intérêt gustatif et diététique, son lait, lui, est très riche. Les Écossais disent d'ailleurs qu'elle ne donne pas de lait, mais du beurre. Demain s'ouvre à Grenoble le salon Mountain Planet, le salon international de l'aménagement de la montagne, 22e édition. Ce salon professionnel organisé tous les 2 ans réunit 900 exposants, une grande vitrine du savoir-faire français et européen dans l'équipement des stations de ski, mais aussi le développement du tourisme en toute saison. Dernier préparatif avec Xavier Schmitt et Frédéric Pasquette. De la moquette, des kilomètres de moquette. C'est la base des stands d'exposition. À la manœuvre, les standistes, à la fois décorateurs et metteurs en scène. Donc c'est une cabine qui pèse 3,5 tonnes. Télécabine ou produit plus petit, le défi est le même. Optimiser chaque mètre carré. Ici, pour un géant du transport par câble, il faut 8 jours de montage et une dizaine de corps de métier. On intervient donc tout d'abord sur la création, sur la conception du stand. C'est une véritable scénographie. Et ensuite, sur toute la partie bureau d'études, donc planification du montage de ce stand qui est assez monumental, parce qu'on est dans le cadre d'un stand à étage. Dernier préparatif pour les 900 exposants, des leaders mondiaux jusqu'aux PME. Ce salon professionnel est une vitrine internationale pour l'équipement des stations de ski et pour le tourisme de montagne. Le stand est un faire-valoir indispensable pour attirer de nouveaux clients. On vient faire toute la mise en avant des produits, plus avec la touche commerciale et pour enjoliver tout ça, tous les produits, les nouveautés, etc. Donc la préoccupation, c'est qu'il n'y a rien qui manque. Parmi 30 pays représentés, la France n'est pas en reste. Elle a une filière complète dans l'aménagement de la montagne. Et elle crée des emplois et elle s'exporte. On est sur le marché français depuis plus de 40 ans, avec à l'origine le plan de piste. Et puis on a développé les technologies. Vous voyez derrière moi les technologies à LED, le digital, les applis smartphones. Et évidemment du marché français, on a poussé à l'export. On était normalement, effectivement, notamment à Sochi.
Et là, on vient de créer notre filiale aux États-Unis. 15 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours du salon. 25% viennent de l'étranger. Du sport à présent, mais côté coulisses, avec la fermeture envisagée du pôle France d'aérobic basé à Aix-les-Bains. La Fédération française de gymnastique veut le déplacer à Clermont-Ferrand. En Savoie pourtant, la petite équipe qui gère la structure a gagné au fil des ans une réputation mondiale. Jordan Guéant, Maxime Kemener. 5, 6, 7, 8 et pam, 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 pam. T'allais trop vite, Kevin. Oui, dommage, il aurait fallu le faire. On a été modèle, et puis jusqu'à devenir leader, 7, 8. Ouais, il y a encore dans la morse. On parle souvent d'usine à champions, mais une fabrique, ça me plaît bien comme mot. Dessiner les muscles et sculpter les corps pour forger de vrais champions. Dès qu'il y a un plus en jaune, il faut enchaîner. On enchaîne les 10 rotations rapides. Et après, vous enchaînez la série haltère que vous connaissez. Allez. Le pôle France d'aérobic est un petit atelier. Ça marche? Allez, go! Où l'on cultive le goût du travail bien fait. Là, actuellement, on est sur une méthode bulgare, sur du lourd léger, c'est-à-dire ils font du très lourd, ils enchaînent sur de la vitesse, donc en léger. Allez! En 6 répétitions à 50% de la force maximale. Et derrière, des pompes rapides, parce que les pompes, ça reste une spécificité de la gymnastique aérobique. Allez! C'est ça. L'aérobic à Aix-les-Bains, une aventure commencée en 1998. Christophe de Vilaine en est le taulier. Seul, il a offert ses galons de sport à la discipline et fait briller les couleurs de la France. On parle beaucoup de l'école française, mais c'est l'école aixoise. C'est la recherche de transition, c'est aller encore plus loin entre la relation entre la musique et le mouvement. C'est coller au mieux à notre activité tout en apportant quelque chose de neuf. Ici travaillent une trentaine d'athlètes, presque en famille, tous unis par la méthode de Vilaine, faite d'excellence et de bienveillance. Chaque individu a sa particularité et j'essaie justement de cultiver cette particularité, c'est-à-dire en fin de compte de ne pas en faire des clones. Il va prendre le meilleur de chacun pour en faire quelque chose de beau et de performant. C'est pas j'efface tout ce que la personne est pour faire le diamant que je veux, c'est je pars de son individualité, de sa personnalité pour l'amener au meilleur de lui-même. L'esprit d'équipe est primordial aussi pour la réussite. Ça donne un esprit cocon, un esprit famille. Cette équipe travaille vraiment très soudée. Pourtant, l'école aixoise est aujourd'hui menacée en cause d'un déménagement décidé arbitrairement par la fédération. Les grandes choses qui ont été faites ici, et à Aix-les-Bains en particulier, sont des choses du terroir, du cœur. Dans un chemin de vie, on ne repart pas à zéro pour recommencer. En cas de départ, les champions ne suivront pas, trop attachés à Aix. Tous espèrent que le travail finira par les sauver, car en 20 ans, le petit atelier savoyard a gagné plus de 500 médailles. Avant de refermer ce journal, direction le palais de justice de Grenoble où l'on retrouve Céline Aubert pour le verdict attendu du procès des meurtriers présumés de Médichine. Céline, est-ce que les jurés sont revenus ? Eh bien non, Christian, toujours aucune nouvelle des jurés qui délibèrent à présent depuis plus de 8 heures. C'est un peu comme si le procès des meurtriers présumés de Médichine n'allait jamais se terminer. Un procès suspendu l'année dernière, je vous le rappelle, puis émaillé de nombreux rebondissements. 6 ans que la famille de Médichine et que les 4 accusés attendent le terme de ce procès qui ne cesse décidément de nous surprendre et de jouer avec nos nerfs. Reportage complet demain midi, avec, nous l'espérons, le verdict. Si d'autres rebondissements ne surviennent pas d'ici là. Rendez-vous est pris, Céline. Merci. On va donc terminer ce journal en musique. Tignes accueille pour 3 jours, en effet, les Live in Tignes, gérés par l'équipe des Francopholies de La Rochelle. Au total, 15 concerts en plein air. À l'affiche hier soir, notamment Cœur de Pirate et Louise Attaque, dont c'est le grand retour cette année. Ah, les images, Cœur de Pirate.
puis Louise Attaque, donc, qui a mis le feu au lac, comme on pourrait dire, devant plus de 10 000 spectateurs. Ce soir, c'est Caravan Palace donc, qui tient l'affiche, qui